Aujourd'hui, comment faire face à la croissance quand on dirige une PME et qu'on travaille déjà 14 heures par jour? Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Structurer son entreprise pour lui permettre de continuer à croître, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Prosper Rigaud, que j'ai invité sur le podcast. Prosper a créé en 2016 avec son épouse l'entreprise Penguins. Penguins, c'est une école de natation pour les bébés, leurs familles et les futures mamans. Ensemble, nous allons évoquer les 5 fondamentaux pour continuer à grossir sans faire de burn-out et sans renier ses convictions, la manière dont Prosper a décidé d'établir sa grille de rémunération, les 2 éléments essentiels pour recruter sans te tromper, et le système tout à fait original qui permet à Penguins de performer sans faire exploser ses coûts, tout en offrant à ses salariés des perspectives d'évolution passionnantes. Ce podcast est bien sûr dédié aux managers, mais il est aussi dédié aux entrepreneurs, et j'en profite pour t'annoncer ma formation spéciale entrepreneur qui s'appelle LEL, l'entrepreneur libéré. Pour en savoir plus sur cette formation, tu peux aller sur le site www.outildumanager.com. La formation est déjà disponible au catalogue. Mais sans plus attendre, je te laisse avec cette conversation passionnante avec un entrepreneur passionné, Prosper Rigaud. Bonjour Prosper. Bonjour. Salut Cédric. Ça va ? Très bien, merci et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Tu es à Barcelone, c'est ça ? Exactement. Donc, moi j'habite Barcelone depuis 10 ans. Ouais. Et avant ça, j'ai habité Genève, mais je suis lillois d'origine. Ah, super. Enfin, super. Oui, je peux le dire, moi j'ai fait mes études à Lille et j'ai beaucoup apprécié. Quel temps il fait à Barcelone ? Hier, gros orage toute la journée, et aujourd'hui, grand bleu. Donc, je dirais qu'on ne peut pas se plaindre, c'est très bien même. Okay. C'est pas tout à fait le cas à Calais. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es pour démarrer ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, je suis Prosper Rigaud, j'ai 43 ans, donc ch'ti, comme on l'a dit. Et je suis donc cofondateur de Penguins à Barcelone, en Espagne. Donc, nous, on est une école de natation qui est entièrement dédiée aux bébés nageurs, aux jeunes enfants et aux femmes enceintes. D'accord. Donc, on existe depuis 2016, depuis 5 ans. On travaille sur 4 installations maintenant, en étant parti de zéro, donc il y a 5 ans. Et on a aujourd'hui donc 35 collaborateurs dans l'entreprise avec environ 2000 clients. 2000 clients, super. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ce que fait ton entreprise, en fait, de ce qu'elle propose ? Ouais, écoute, avec grand plaisir. Nous, en fait, notre parcours, je dis nous parce qu'en fait, on l'a monté donc avec mon épouse, qui est ingénieure aussi, qui est espagnole. D'accord. Et il se trouve, on parlera un petit peu du parcours après, mais c'est vrai qu'après 13 ans dans une multinationale, on avait vraiment envie de créer quelque chose. Créer à partir de zéro, et donc on s'est dirigé vers ce qui nous attirait beaucoup, donc notre passion. Nous, il se trouve qu'on est passionné par le sport, donc surtout ma femme qui est à fond dans le tennis, elle a fait beaucoup de compétitions, pour l'anecdote, elle est championne d'Espagne en plus 35, donc par équipe, donc gros niveau. Ouais. Et aussi, on est surtout en fait captivé d'une façon générale par l'activité physique et surtout les bénéfices qu'apporte l'activité physique. D'accord. Donc pas seulement au niveau corporel, c'est-à-dire évidemment le corps, la santé, le cardio, mais aussi, je dirais presque surtout, vraiment au niveau cérébral. Ça veut dire vraiment au niveau de l'apprentissage, les bénéfices qu'on peut avoir au niveau émotionnel, au niveau de la stabilité sensorielle, enfin il y a énormément de bénéfices. Et quand on a commencé à se documenter un petit peu sur ce domaine-là, on s'est rendu compte que d'ailleurs au niveau de l'enfance, dès le plus jeune âge, même pour des tout petits bébés, l'activité physique apporte énormément de bénéfices et d'avantages. Donc il y a plein d'études qui parlent de ça, il y a plein de bouquins, et donc encore une fois, c'est pas seulement pour le développement du bébé, sa psychomotricité, le fait qu'il va marcher plus vite, qu'il va... non, le bébé, c'est vrai que quand il est, lui, sur le sol, malheureusement, il n'a pas encore toute la force musculaire pour pouvoir se déplacer, bouger, il peut à peine porter sa tête. Et donc en fait, dès qu'on les met dans l'eau quelque part, l'eau c'est un milieu magique pour faire l'activité physique pour les bébés, parce que tout de suite, ils peuvent bouger, ils n'ont pas d'impact, ils sentent moins le poids de leur corps, et on voit des bébés qui rayonnent, qui sourient, enfin c'est magnifique, quoi. Donc nous on est fervents croyants des bénéfices de l'activité physique pour les bébés et les petits. Et donc effectivement, le meilleur moyen, le meilleur environnement pour un bébé pour l'activité physique, c'est dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment décidé d'aller là-bas.
Et puis un autre gros enjeu aussi, c'est qu'on s'est aussi documenté, et malheureusement dans la plupart des pays, la noyade, ça reste la deuxième cause de mortalité infantile. D'accord. Après les accidents domestiques. Donc nous, ça nous a vraiment motivés pour travailler dans ce domaine-là. Donc il y a beaucoup d'offres de natation qui existent aujourd'hui pour des bébés nageurs, pour des enfants, mais il n'y a rien qui est vraiment dédié, il n'y a rien qui est vraiment professionnel. Et nous, on avait vraiment envie de connaître les meilleures méthodes. Donc on a commencé par faire un peu de benchmarking. On est parti aux États-Unis, à New York. On s'est vraiment, littéralement mis dans l'eau pendant une semaine dans une des meilleures écoles là-bas à New York. On s'en est fait des amis, on s'en est fait aujourd'hui encore des partenaires. Et on a répété l'expérience en Suède, au Danemark. Vraiment, on a fait le tour un petit peu de toutes les meilleures techniques au monde dans le domaine de la natation pour bébés et pour enfants. Et suite à ça, nous, on s'est vraiment lancé. On a défini notre méthodologie basée sur ces meilleures techniques qui existent. Et donc, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment transmettre notre passion pour l'activité physique dans un milieu aquatique qui soit vraiment exceptionnel. Ça veut dire on veut avoir deux choses. Premièrement, avoir un impact direct sur la santé, le développement des bébés, des enfants, et on s'occupe aussi des femmes enceintes. Et on veut vraiment fournir une expérience qui soit magique. On veut quelque chose qui soit autant d'un point de vue de l'installation, qui est dédiée, avec une eau qui est chaude, traitée, impeccable, les meilleures technologies de traitement d'eau, tout ça. On veut une expérience qui soit magique pour les familles, en apportant la meilleure méthodologie, et avec une équipe, parce qu'on va parler de beaucoup de management aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est tellement important pour nous, parce qu'on se base sur une équipe avec des gens qui sont ultra passionnés, ultra professionnels, et voilà, donc qui est formé en permanence. On insiste beaucoup sur la formation, et pas seulement d'ailleurs formation d'un point de vue technique, mais aussi on s'appuie sur des psychologues dans l'enfance, parce que même si on a la meilleure méthodologie, la meilleure technique, si on n'est pas capable de la transmettre et de s'adresser directement et spécifiquement aux enfants, aux bébés, en fait, la méthodologie, elle ne sert à rien. Donc, on travaille aussi beaucoup dans ce domaine-là. Et effectivement, l'environnement humain fait partie de l'environnement en général. Et juste une question, ça veut dire qu'en fait, les installations vous appartiennent, ou bien vous êtes à l'intérieur de structures existantes? Alors, bonne question. On a un mix. Sur 4 installations, on en a 2 qui sont vraiment à nous. D'accord. Et il y en a 2 parce qu'on s'est un petit peu aussi diversifié, où on a trouvé certaines piscines qui convenaient parfaitement à notre activité, et où donc on est arrivé à un accord. Par exemple, il y a des hôtels, un peu des hôtels de luxe, 5 étoiles, qui ont des piscines intérieures couvertes, chaudes, très bien traitées d'un point de vue sonore. Donc, nous, dans ces cas-là, on a réussi à commencer une collaboration avec eux. On a fait un bon investissement quand même pour vraiment l'adapter, que ça remplisse tous les critères dont on avait besoin. Donc à la fois installation, c'est-à-dire vraiment toute la logistique, l'expérience. Tout est dédié pour le bébé. Donc la famille arrive, c'est pas une piscine normale qu'on a adaptée pour le bébé. Non. C'est quelque chose qui est pensé dès le début pour le bébé. C'est-à-dire, ça commence dans les vestiaires, la réception, les cambiadores, donc les endroits où on va changer les bébés. Évidemment, les traitements d'eau. Donc on a fait beaucoup d'investissements dans les machines pour que l'eau soit impeccable, chaude, transparente, zéro bactérie. Et voilà, donc c'est en fait un mix d'installation à nous et puis aussi d'installation extérieure. Super, vachement intéressant. C'est génial, on s'éclate. Voilà, ce sera peut-être intéressant un jour d'évoquer aussi là-dessus, parce que ça demande peut-être des capitaux, etc. Bon, aujourd'hui on va parler de management. Et donc, en fait, comment on s'est rencontrés, je me souviens... Ah oui, c'est ça. On a eu un échange sur le forum. Et je pense que c'était suite à un podcast que j'avais fait sur la politique de rémunération. Et on a commencé à discuter. Tu m'avais dit que tu avais une politique un petit peu différente de celle que j'avais présentée, etc. Ça m'a vachement intéressé. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, dis donc, je pense que Prosper a des trucs à nous dire sur le management. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ce que tu me disais, c'est... ça t'a plu aussi de faire ça, parce que tu avais envie de nous faire entendre ce que tu aurais aimé entendre quand tu as démarré, toi. Exactement, tout à fait. C'est ce qu'on avait évoqué un petit peu dans la préparation. Moi, je suis absolument ravi d'être invité, je suis hyper content, un grand merci. C'est vrai qu'en toute humilité, je sais que tu invites souvent des coachs, des écrivains, des gens qui ont vraiment écrit, créé des méthodologies, des choses. Moi, en termes de management, en toute humilité, on n'a pas inventé, mais c'est vrai qu'on a fait face à un certain moment dans la phase de forte croissance de l'entreprise. On a eu un besoin de méthodologie, d'outils,
Et on a cherché un petit peu les méthodologies. Nous, on est très fans de benchmarking, finalement. Ouais. On a cherché vraiment les méthodologies qui existaient. Et donc, on s'est beaucoup documenté, on a cherché et on a mis en place ce qui nous paraissait le plus efficace. Les outils du manager, c'est totalement, complètement là-dedans. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais partager, c'est un petit peu, effectivement, faire le podcast que moi, j'aurais eu besoin d'entendre il y a 2-3 ans. C'est-à-dire, quelles sont les méthodes qui existent, quels sont les conseils qu'on donne à une entreprise en forte croissance qui part de zéro et dans la phase exponentielle, ça veut dire qu'elle double de taille tous les 2 ou 3 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je dirais surtout, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'avoir un besoin urgent de le faire? C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut vraiment anticiper et ne pas attendre d'être la tête sous l'eau, entre guillemets dans mon cas, pour les mettre en place. Donc, c'est vrai que... Je suis ravi, Enfin, c'est vrai qu'en général, sur outils du manager, on parle d'outils, et en fait, quelque part, c'est ce à quoi il faut aboutir. Ça m'intéresse vraiment d'avoir le parcours de quelqu'un qui a été dans la dynamique, en fait, de devoir mettre en place cela très très rapidement. D'ailleurs, c'est l'objet, souvent c'est le cas des entrepreneurs qui démarrent une entreprise, et c'est l'objet d'une formation qui s'appelle l'entrepreneur libéré, qui est un petit peu différente de celle du manager essentiel, puisque le manager essentiel s'adresse plutôt à des salariés en situation stable, etc. Par contre, un entrepreneur, très souvent, d'abord il n'a pas beaucoup de temps, en plus il est parfois emporté par son succès, donc en fait il oscille tout le temps entre des périodes où ça bouge pas, ça démarre pas et c'est terrible et il faut réussir à motiver ses troupes quand même et il faut garder la foi, etc. Et puis quand ça démarre, il n'a plus le temps de mettre en place ce qu'il aurait fallu mettre en place pour pouvoir faire face à la croissance. Donc je pense que ça va vraiment être intéressant d'échanger là-dessus aujourd'hui. Peut-être que justement c'est intéressant de remonter un petit peu en arrière et puis que tu nous expliques un petit peu d'où tu viens en fait. C'est quoi l'origine du Prosper Rigaud d'aujourd'hui qui est entrepreneur? Ça a démarré par quoi? Ouais, tout à fait, avec plaisir. Et c'est vrai que je reviendrai sur plusieurs éléments que tu viens de dire là, parce que dans la phase de création, effectivement, c'est le nez dans le guidon et c'est la dernière chose à laquelle on pense, à mettre en place une structure de management, tout ça. Et donc, c'est assez intéressant d'en parler aujourd'hui. Mais effectivement, donc, pour rebondir, oui, moi, mon historique personnel, donc je suis ingénieur, j'ai étudié à Lille. J'ai d'abord travaillé dans l'associatif, donc je suis parti 1 an au Cambodge pour travailler en ONG, sur les décharges là-bas. Le retour a été un petit peu violent, je dois avouer, le retour à Lille. Et après, j'ai commencé dans un job finalement assez classique pour un jeune ingénieur. J'ai commencé en usine, donc en multinationale, chez Procter & Gamble. Et donc, j'ai été responsable de ligne de production avec la responsabilité directe de 15 techniciens, 15 collaborateurs, et ça a duré 3 ans. Okay. Donc, cette première expérience, donc moi, je suis resté en tout 13 ans chez Procter & Gamble, mais cette première expérience de 3 ans, ça a été le tout début. C'était une expérience, si je devais la décrire, je dirais qu'elle était vraiment intense, hyper challenging. Ça a été très dur au début. Donc, l'environnement était compliqué, ça veut dire autant d'un point de vue technique. Alors, c'est des choses d'ingénieur, mais des lignes qui ne tournaient pas alors qu'elles devaient tourner. Il y avait vraiment des gros soucis, grosses pressions. Donc, tout ça, ça compliquait déjà pas mal le panorama d'un point de vue management. Le climat social était relativement chargé aussi. Et puis, moi, j'ai commencé sans feuille de route, finalement, sans formation de management. Et j'ai commis, je pense, quand je vois ça a posteriori maintenant, à peu près toutes les erreurs qu'on devrait pouvoir commettre d'un point de vue management. Donc, c'est hyper intéressant et je suis content de les avoir commises, ces erreurs-là, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est ce que j'entends sur ton podcast. Tu dis, la meilleure façon d'apprendre, c'est corriger ses erreurs. Bon, à ce moment-là, j'ai coché à peu près toutes les cases, quoi. Donc, c'est fondateur, en fait. Les erreurs sont fondatrices. Et surtout les erreurs qu'on fait tôt. Soit ça nous tue et finalement, on renonce au management. Soit on a envie, on cherche et on finit par trouver. Ouais, et c'est pour ça que je pense que, à bon entendeur, mais souvent on dit, tiens, un jeune ingénieur, est-ce qu'il doit forcément passer par la case usine, forcément passer par la case je vais en chier pendant 3 ans avant de commencer ma carrière? J'ai envie de dire, oui, faites-le, vraiment, parce que c'est quelque chose que vous ne ferez plus jamais après. Et surtout, je dirais, des jobs assez intenses comme ça. Je pense que des commerciaux dans la vente, ça peut être à peu près pareil, ou des jeunes consultants qui sont vraiment sur le feu, ça va être à peu près pareil. Mais on est dans une phase où on voit
plein de choses à la fois, c'est hyper concentré. Il y a une succession d'expériences et de choses qui se passent au quotidien, et ça permet d'apprendre en 3 ans ce qu'on n'aurait pas appris en 10 ans ailleurs, je pense. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'erreurs justement que tu as faites, parce que je pense que en regardant les erreurs que tu as faites, on va voir en négatif les outils que tu aurais pu utiliser pour ne pas pour corriger ces erreurs. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, moi j'avais commencé donc j'avais 15 collaborateurs, j'avais pas de 1 à 1 en place régulier. Ouais. Donc finalement, on n'avait pas de communication établie, définie et un petit peu organisée. Ça veut dire que du coup, c'est un petit peu mes collaborateurs qui dirigeaient l'agenda. Ouais. Donc il y a des gens qui, finalement, il y a des gens que je ne voyais jamais, à qui je parlais jamais parce qu'ils passaient pas trop. Et puis j'avais aussi des collaborateurs, généralement pas non plus les plus faciles, qui frappaient à la porte du bureau à 19h. Et puis voilà, et c'était parti pour 45 minutes, 1 heure de discussion. On partait un petit peu dans tous les sens, sans vraiment. Donc voilà, c'était pas forcément non plus des discussions très très productives finalement. Donc la fameuse politique de la porte ouverte, dont on a parlé et qui, je pense, est souvent une erreur de débutant. Oui, parce que finalement, on ne rend pas service à la personne, je pense. Parce que le problème, quel signal ça donne aussi? Parce que moi, du coup, j'étais dans le bureau où j'écoutais certaines personnes, pas toutes, et même une minorité, en fait, qui me disaient, voilà, il n'y a rien qui va, et on va dans le mur, et tout le monde dit qu'il n'y a rien qui va, là. Donc finalement, des choses, des commentaires qui n'étaient pas vraiment actionnables, sur lesquels moi je pouvais pas faire grand chose, et puis il aurait fallu les traiter différemment, et donc malheureusement tout ce temps investi, il aurait fallu que je passe au moins le même temps avec les gens qui avaient le potentiel ou l'envie pour être développés, qui voulaient grandir, les gens qui avaient besoin de recevoir du coaching, du feedback, qu'on pouvait former, à qui on pouvait déléguer des choses, et sur qui je pouvais m'appuyer pour faire grandir toute mon équipe quelque part. Ok, donc première grande erreur, la politique de la porte ouverte. Deuxième grande erreur, qui est tout à l'honneur du manager, mais malheureusement qui n'est pas constructive, passer tout son temps avec les gens qui ont des problèmes. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous envoyez le signal que pour avoir l'attention du boss, il faut avoir des problèmes. Ce qui est quand même pas très motivant pour ceux qui ont envie d'avancer, qui n'ont pas de problème, etc. Je dis pas qu'il faut pas passer de temps du tout, qu'il faut éviter les gens négatifs, cela faut aussi les traiter. Mais voilà, il faut être assez équitable dans sa répartition du temps. Et le 1 à 1, pour ça, ça permet de garantir à chacun un temps minimal de parole ritualisé, et ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde, et ça rend service à tout le monde. Oui, tout à fait. Et un autre exemple aussi, c'est en toute bonne foi, avec beaucoup de bonnes intentions, et un petit peu candidement, naïvement, je m'engageais sur des choses auprès de mes équipes qu'ensuite je ne pouvais pas tenir. Et donc ça, c'était... Voilà, après, tu perds la face, c'est clair. Et ça, moi, quelque part, j'ai appris à vraiment faire attention à ça, parce que heureusement, dans toute cette période-là, j'ai beaucoup appris parce que j'ai été bien coaché. J'étais bien pris en main, et coaché un petit peu dans la douleur aussi, parce que ça n'a pas été une expérience agréable. Mais si j'ai appris une chose là-bas aussi, c'est quand tu t'engages sur quelque chose, il faut absolument le délivrer. Point. Et ça, c'est ton image personnelle. Et aujourd'hui, je suis devenu... je sais que ça fait un petit peu peur à certaines personnes quelquefois, mais voilà, on s'engage sur quelque chose, on le délivre. Et tout le reste, finalement, ce sont des excuses. J'ai pas eu le temps, le machin, tout. Donc... c'est vrai que moi j'ai appris vraiment je m'engage sur quelque chose et il faut absolument que je le délivre, parce que c'est comme ça que les gens vont finalement avoir confiance dans ce que je dis et confiance dans ce que je fais. Et ça veut dire pouvoir dire non. Ça veut dire aussi, pour un manager, puisque c'est à eux qu'on s'adresse aujourd'hui, être capable d'écouter les problèmes des collaborateurs sans croire que pour chaque problème qu'un collaborateur te remonte, tu es obligé de trouver une solution ou tu dois t'engager pour que la solution existe. En fait, souvent, les collaborateurs, ils ont simplement besoin d'évoquer les problèmes, mais sans que tu apportes de réponse. Déjà, le fait de les évoquer, pour eux, c'est extrêmement important. Et effectivement, la clairvoyance du manager, c'est de dire, ça, c'est pas dans les priorités actuelles, donc j'entends, tu as cette difficulté-là, mais c'est tout, je l'ai entendu. D'ailleurs, souvent, la question... Parfois, quand tu poses la question au collaborateur en lui disant « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dessus ?» il peut te répondre « Non, mais rien, je veux juste que tu le saches. » Tu vois ? Et c'est tout. En fait, en tant que manager, on est aussi dressé à résoudre tous les problèmes qu'il y a dans l'entreprise.
c'est notre formation, c'est ce qu'on nous a dit, on veut faire plaisir, on veut être irréprochable. Mais le problème, c'est qu'en voulant dire oui à tout, eh bien, en réalité, on ne parvient à délivrer sur rien. Donc il faut. Ouais, puis on rend service à personne. On rend service à personne en faisant ça finalement. Voilà, donc c'était une expérience difficile. D'un point de vue humain, c'était quand même génial parce que une ambiance d'usine, tout ça, on rencontre vraiment des profils, des gens qui sont extraordinaires. Donc expérience intense. Moi, la suite de ma carrière après, pour continuer, ça a été 10 ans chez Procter, depuis le siège, donc à Genève, puis à Barcelone, où j'ai beaucoup voyagé. Je me chargeais de gros projets sur l'Europe de l'Est, Moyen-Orient, puis l'Europe de l'Ouest, et je me suis éclaté. Ça a été hyper bien. Et c'est vrai que j'ai toujours quelque part gardé en mémoire. J'ai vraiment appris de cette expérience et ça m'a vraiment donné énormément d'outils pour la suite. Donc voilà, donc je rebondis encore sur ce que tu disais. La meilleure façon d'apprendre, c'est corriger ses erreurs, ou alors même finalement il n'y a pas d'échec. Soit je réussis, soit j'apprends. Ouais. Dans ce cas-là, j'ai beaucoup appris. Alors pour la petite histoire, je pense que Procter & Gamble c'est une bonne école parce que pour preuve, un des 2 associés de Manager Tools, donc le podcast américain qui a inspiré Outils du Manager en France, mes deux amis américains, bien l'un d'entre eux, Mark Horstman, il vient de chez Procter & Gamble. Donc, ça a été le début de son expérience. Donc, moi j'ai passé 13 ans là-bas et j'ai rien de négatif à dire sur cette entreprise, franchement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après cette expérience chez Procter & Gamble en tant que salarié, c'est quoi la suite de ta carrière ? Ouais, écoute, comme on l'a évoqué, en 2016, donc après 13 ans chez Procter, donc moi et mon épouse, donc qui avait aussi fait toute sa carrière là-bas, dans les achats, donc un petit peu des carrières en parallèle, mais un petit peu différentes aussi. Donc finalement, on a des profils assez complémentaires. Voilà, donc on a voulu faire cette expérience de création d'entreprise, donc on s'est lancé, c'est ce qu'on a décrit avant. Donc on a démarré il y a exactement 5 ans. Et il se trouve que, alors tu évoquais les fonds, en fait, finalement, le capital de départ pour faire quelque chose comme ça. Nous, il se trouve qu'on a tout fait sur fonds privés. D'accord. C'est-à-dire pas d'investisseurs extérieurs, donc finalement, ça veut dire des emprunts à la banque. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et le levier bancaire, en fait. Vous avez utilisé le levier bancaire. Tout à fait, exactement. Okay. Exactement. Donc, on a démarré comme ça. Et c'est vrai que pourquoi je le décris ? Parce que ça veut dire qu'on a commencé vraiment avec scarcity mentality. On avait vraiment l'obsession d'être rentable le plus vite possible. Parce qu'on ne voulait pas perdre d'argent. On était un peu affolés à l'idée de commencer à perdre de l'argent trop longtemps. Donc c'est vrai qu'on a commencé, et voilà, on a fait la première expérience de l'entrepreneur. Ça veut dire pendant 2 ans, travailler 14 heures par jour, 6 jours sur 7. On commence par ça. Ouais. Et en plus, c'était nous, on apprenait notre métier parce que voilà, moi je sortais de l'expérience Procter. Alors c'est dur Procter, mais bon, c'est voilà, la chemise, le costume, la voiture de fonction, la business class pour aller aux États-Unis, tout ça. Et puis tout d'un coup, boum, moi j'étais en tongs, en short, au bord de mes piscines. Et la nuit, j'étais dans mes machines parce que j'avais des problèmes de régulation sanitaire et tout ça. Donc ça fait vraiment partie de l'expérience. Et puis c'est une phase, comme tu disais, on apprend son métier. Ouais. Et nous, ce qui était intéressant, c'est qu'on a tout fait, tout de A à Z, toujours parce que on avait cette obsession d'être rentable le plus vite possible. Ouais. Donc chaque fois, on regardait vraiment dans tous les coups. Et donc ça, en fait, ça nous a permis vraiment de faire un 360 sur tout ce que contient une entreprise comme ça. Ça veut dire, ça commence par une page web, un système de réservation, un software, tout l'administratif, la réception. Comment est-ce qu'on va parler aux clients, évidemment le sanitaire, la méthodologie, et puis évidemment le management. Donc après il y a les finances, la comptabilité, il y a tout ça. Donc tout ça vient hyper compressé, hyper condensé. On apprend tout ça au début. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de temps pour commencer à se poser dès le début et se dire bon allez, on va commencer à réfléchir à notre organisation. Alors dans cette période-là, évidemment, nous on a grandi, on a commencé de zéro. Au mois de septembre. En décembre, on avait déjà 10, 12 personnes et on avait déjà 500, 600 clients. Donc, oui, c'est-à-dire qu'en fait, toi, dans ton métier, tu as dû embaucher ou sous-traiter, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais assez vite parce que c'est quand même un métier où il y a la présence humaine qui est absolument nécessaire. Fondamental. Voilà, c'est fondamental. Tu ne peux pas démarrer sans embaucher, là. Alors, on a embauché, parce que les lois en Espagne aussi nous permettaient d'embaucher avec des périodes d'essai qui étaient un petit peu plus longues, ce qui fait que le risque était aussi limité. Et il se trouve qu'on s'est
Sur les embauches, on n'a pas eu d'erreur de casting, on ne s'est pas trompé. Ah, super. On a la chance aujourd'hui de s'appuyer sur une équipe. Alors évidemment, il y a une rotation, il y a eu des départs, il y a beaucoup d'arrivées. Et tout ça, je pense que c'est normal, je pense que c'est sain. Mais globalement, tous les gens qu'on a recrutés en cette première phase de croissance sont avec nous, et on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe vraiment de feu, avec des gens passionnés, formés, et puis qui portent l'entreprise, quoi. Donc, et comme tu dis, c'est vraiment fondamental, parce que toute l'expérience, finalement, tout ce qu'on va proposer, nous, à nos clients, c'est à la fois vraiment une session dans l'eau, ça veut dire très proche de l'enfant, mais aussi très proche de la famille, des parents. On va leur parler beaucoup, et on touche à ce qu'ils ont évidemment de plus important dans leur cœur, dans leur vie. On touche aux enfants, donc c'est complètement fondamental. Donc on a la chance de travailler dans ce qui est le plus important pour eux. Donc nous, on cherche vraiment à véhiculer de la passion, et ça peut pas s'improviser. Il faut effectivement des gens qui soient passionnés eux-mêmes, qui soient professionnels hyper bons, et puis qui humainement soient capables de communiquer avec des familles, et puis de transmettre toute la méthodologie, d'avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Et ça, c'est aussi vrai, je dirais, pour terminer sur ton commentaire, c'est aussi vrai dans l'expérience qui se trouve dans l'eau, mais aussi dans la gestion client. Ça veut dire, nous on dit souvent, parce que j'ai une équipe d'administration, 5 personnes, on est en permanence au téléphone, à gérer des changements, des trucs, et nous on s'est dit, on veut avoir le meilleur service client possible. On veut que toute l'expérience du client avec Penguins, qu'elle soit au téléphone pour un problème de paiement, en réception pour un changement de classe, ou alors dans l'eau pendant sa classe, on veut que tout soit extraordinaire. Donc on investit aussi beaucoup dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est à côté, parce que finalement l'expérience c'est un tout. Et nous on essaye vraiment de parler d'une seule voix à nos clients, que ce soit verbalement, téléphone, email, ou WhatsApp, tout ce que tu veux, ou alors que ce soit dans l'eau, par téléphone, un mardi matin, quand ils nous téléphonent, tout ça, il faut qu'on parle toujours avec la même voix. Et puis avec le même souci un petit peu de perfection. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le message, l'expérience client que tu veux faire expérimenter à tes clients qui va diriger en fait la culture de ton entreprise. Je pense qu'on y reviendra, mais vraiment ça c'est absolument essentiel. Alors moi j'ai une question à ce stade. Tu dis... Bon, tu avais déjà tout ça en tête avec ton épouse. Apparemment, vous aviez quand même bien défini quel genre d'expérience client vous vouliez offrir. Mais ensuite, est-ce que vous aviez au niveau embauche, puisque vous aviez fait des premières embauches, vous aviez structuré ça aussi, ou est-ce que vous l'avez fait au feeling ? Comment ça, qu'est-ce qui était structuré, je dirais ? Puisqu'au début, c'est vous deux, là c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est difficile au niveau heure, mais en général, on est en phase, on a monté le projet ensemble, on est sur les mêmes valeurs, on est tous les deux des pionniers, en phase pionnière, de toute façon, faut avancer, on n'a pas le choix, sans compromettre les valeurs qu'on a définies, etc., etc. Après, quand on commence à ajouter des gens, il faut faire attention, parce que là, il faut qu'ils soient d'accord avec les valeurs de l'entreprise, mais concrètement d'accord. Pourquoi ? Parce que la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans cette entreprise. Il ne suffit pas d'avoir dans sa tête une espèce d'image. Si on se comporte d'une manière opposée à cette culture, ça ne marche pas. Et puis, deuxièmement, comment on fait pour recruter quelqu'un dont on sait qu'il sera capable de faire ce qu'on lui demande ? Parce qu'on peut avoir l'envie, mais on n'a pas forcément la capacité. Est-ce que tout ça, c'était déjà réfléchi dans votre tête ? Ou comment ça s'est fait, en fait ? C'est ça qui m'intéresse. Alors, pour répondre à ça, il y avait quand même beaucoup de feeling. Hein. Ouais. Ça veut dire que... alors, le feeling, c'est important. Hein. C'est-à-dire que... Enfin, c'est pas bien, je veux dire. Nous, on a beaucoup recruté au début au feeling parce qu'on avait une bonne impression, une bonne première impression. Ouais. Et puis finalement, on regarde toujours les deux côtés. On voit quelqu'un qui va être très fort techniquement, très pro, qui va être bien formé, très professionnel. On va reparler des valeurs après, mais ponctualité, respect, tout ça. Mais aussi, d'un point de vue humain, quelqu'un qui a une expérience avec les enfants, quelqu'un qui va avoir beaucoup d'empathie, qui va être suffisamment doux, quelqu'un qui va avoir un côté humain très très fort. Donc, très souvent, finalement, dans les premiers entretiens avec ces personnes-là, en plus, souvent, ça venait par recommandation, on arrivait quand même à avoir une bonne vue sur si cette personne allait finalement bien s'intégrer dans ce que nous, on voulait ou pas. Donc, pour répondre à ta question, c'était à l'instinct. Il y avait pas mal d'improvisation quand même, parce que dans cette phase-là, on grandit, on double de taille chaque mois. Nous, on travaille 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Avec ma femme, alors heureusement, on est bien complémentaires. Elle faisait une grosse partie, moi je faisais l'autre grosse partie. Donc il y avait pas mal d'improvisation, mais je dirais que
sans l'avoir encore écrit et formalisé, et ça on va venir après sur la formalisation, mais un point de vue, au fond de nous, les valeurs de ce qu'on voulait, le type de comportement qu'on voulait voir chez les gens, sans l'avoir écrit, sans l'avoir formalisé, on le sentait quelque part. Okay. On le sentait et on commençait un petit peu à imprimer la marque dans l'entreprise. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire ou est-ce qu'il y a une meilleure manière de le faire? Il y a une bien meilleure manière de le faire. Je pense que ça coûte rien dès le début de se dire, allez, on va vraiment formaliser le genre de compétences dont on a besoin, le genre de profil dont on a besoin, quelle va être la fiche de poste, quelles sont les compétences qu'on recherche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper au maximum. Ouais. Parce que sinon, et surtout, après, quand ta boîte grossit, parce qu'après, c'est plus forcément toi qui vas faire tous les recrutements. Et donc, avoir un process, c'est pas mal. Nous, c'est ce sur quoi on a beaucoup mis l'accent dans la formation recruteur d'élite, où on dit, en fait, en gros, il y a deux choses. Il y a, est-ce que la personne est capable, a la compétence pour faire, premièrement. Et donc, comment on fait pour savoir si elle a la compétence pour le faire? Il y a des techniques en entretien pour l'apprendre. Et puis, la deuxième chose, et puis sur le CV aussi, et puis la deuxième chose, est-ce qu'elle va fitter avec les valeurs? Et ça, c'est la partie, je dirais, où il faut vraiment formaliser, bizarrement, alors qu'on se dirait, non, les valeurs, c'est du feeling. Et non, les valeurs, c'est du feeling au début, mais après, ça peut plus être du feeling. C'est-à-dire qu'il faut concrètement comprendre qu'est-ce qu'on entend par avoir le set de valeurs qui correspond à l'entreprise. Est-ce que cette personne va renforcer mes valeurs ou est-ce qu'elle va amener de nouvelles valeurs, d'ailleurs, dont je peux avoir besoin? Mais là, on parle dans le vide. C'est quoi une valeur? Et une valeur, c'est toujours attaché à un comportement, etc. Et c'est pour ça qu'on a un petit outil qui s'appelle le Culture Match, chez Outils du Manager, qui est dans cette formation et sur l'évaluation aussi. Parce que quand tu évalues un collaborateur en fin d'année, c'est pas mal de l'évaluer sur les valeurs. Ça, peut-être tu es d'accord ou pas, on en rediscutera. Mais voilà, je pense que fondamentalement, on est d'accord sur qu'il faut qu'il y ait ces deux choses quand on fait un recrutement. La compétence et du coup, comment on s'assure que la personne aura la compétence. Et deuxièmement, les valeurs. Et à nouveau, comment on s'assure que la personne aura les valeurs. Et si on peut le faire au feeling au début un petit peu, ensuite, quand la boîte grossit, il faut pouvoir le formaliser très très fort et avoir un process pour ça. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'on fait un petit peu une anticipation de ce que nous on a mis en place seulement au bout de 2 ans finalement. Mais formaliser les valeurs pour nous c'est un exercice vraiment fondateur. Ouais. Parce que enfin tu mets par écrit en disant voilà on va résumer un petit peu tout ce qu'on sentait un petit peu tous ensemble qui nous unit en tant qu'équipe avec tout le monde. Et dans lequel, sans le savoir mettre le doigt dessus, finalement, on se reconnaît un petit peu les uns dans les autres. Non, là, il y a 5 valeurs. Elles sont écrites, et c'est ça qu'on va faire. Et finalement, je me suis dit, mais attends, mais en fait, on a réinventé la roue. Parce que moi, chez Procter & Gamble, pendant 13 ans, on avait des valeurs. Il y avait PVP, Purpose, Value, Principle. Mais moi, je voyais ça, je sais pas, c'est peut-être moi, mais on voyait ça comme un truc placardé sur les murs et finalement on le vivait assez peu. Oui, mais c'est le risque. Et en fait, quand je te parle de culture match, moi tu sais, j'ai toujours une approche bottom-up. C'est-à-dire que pour moi, les valeurs, c'est pas... Enfin, en tout cas, c'est pas ma méthode. Ma méthode, c'est pas de dire, moi je veux dans mon entreprise telle valeur, telle valeur, telle valeur. C'est quelles sont les valeurs qui existent dans mon entreprise, comment je les fais émerger, et comment moi, en tant que dirigeant, je dis, ça c'est une bonne valeur, celle-là, non, je la retiens pas, etc., etc. Bottom-up, c'est-à-dire tu parles des comportements des gens, tu repères dans tes salariés ceux qui ont le meilleur comportement, et c'est de là que tes valeurs vont pouvoir émerger. Et ensuite, tu formalises. Procter, c'est une tellement grosse boutique qu'effectivement, le risque, c'est que y ait des valeurs sur un mur et que tout le monde fasse autrement. Mais c'est aussi un risque dans une entreprise qui est en forte croissance. Parce que, comme tu le dis, pendant des années, vous étiez dans la course à la rentabilité, etc. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est au bout de 2 ans, c'est-à-dire une fois que vous êtes en pleine croissance, à un moment, tu m'as dit, vous vous posez et vous vous dites qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. Exactement, tout à fait. Ouais, exactement. Donc nous, c'est vrai qu'on a parlé des embauches. Nous, on attendait toujours un petit peu, toujours dans un esprit un petit peu de parce qu'on grandissait, on doublait chaque mois, mais on se disait, attends, c'est peut-être un feu de paille. Peut-être que dans 6 mois, on est à 0 et là, la banque vient toquer à notre porte. Ouais. Donc c'est vrai qu'on allait vraiment pas à pas, mais du coup, on était toujours débordés finalement. Donc on a embauché un petit peu avec notre bon cœur et notre feeling, mais au bout de 2 ans, là, on a commencé vraiment à pouvoir mettre un pas en arrière et de se dire, allez, on va regarder un petit peu l'organisation. On a eu la chance, on s'est fait aider. On a été, à travers Réseau Entreprendre, on a été bien conseillé par un cabinet de conseil en RH. Ouais.
Moi, j'avais écouté pas mal de podcasts dans cette période-là. C'est là que j'ai été recommandé à Outils du Manager par mon copain Julien, qui est entrepreneur aussi, que je salue d'ailleurs. Et Bonjour, puis encore Julien. une fois, salut Julien. Et encore une fois, l'expérience Procter, parce que c'est vrai que nous, on a baigné là-dedans pendant plus de 10 ans. Et puis en fait, moi, je me disais, pendant 2 ans, de toute façon, parce que nous, en fait, pendant 13 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement ça. On a fait du management, de la gestion d'équipe, coordonner des projets, faire des fiches de poste, établir des compétences et des organisations basées sur des compétences. Enfin, on est devenu des machines pour faire ça. Et je me suis dit, mais attends, ça doit pouvoir être réapplicable. Mais au fond, moi, je me disais, je ne peux pas appliquer les recettes qui fonctionnent pour une multinationale de 100 000 personnes à une petite entreprise de 12 personnes. Et ben en fait, à 80% si. Parce que ça parle quand même d'outils de management, ça parle quand même de valeurs, ça parle quand même de choses comme ça. Et donc ça aussi, ça nous a réouvert un petit peu les yeux en disant, allez, c'est le moment de structurer, quoi. Parce qu'effectivement, nous, arrivés à ces 2 ans-là, on a eu un petit peu un œil critique. On s'est rendu compte que on n'avait pas notre organigramme, il était vraiment basé sur des personnes, mais il n'était pas basé sur des rôles. Oui. Comme on avait été pas à pas finalement. Un petit peu, tiens, on a un besoin, j'embauche. J'ai un autre besoin là ici à gauche, j'embauche. J'ouvre un nouveau centre, tiens, j'embauche 3 personnes. Et du coup, j'avais un organigramme qui dépendait de personnes, de certaines personnes, qui était génial, qui était avec des super compétences, tout ça. Mais voilà, si une personne partait, tout de suite, on avait un gros trou et un gros problème. Un autre problème aussi, c'est qu'on n'avait jamais formalisé de fiche de poste. On disait, c'est professeur de natation, on le brief, on coach, et finalement, il sait ce qu'il doit délivrer, il n'y a pas besoin d'écrire. En fait, si. Pour tous les rôles, réceptionniste, administratif, back-office, nettoyage, et tout ça, après coup, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de formaliser chaque poste. Et ça, c'est vraiment important. En fait, il y a un test assez simple à faire. Si tu veux savoir si tu as besoin de fiche de poste, tu fais la fiche de poste selon ce que tu penses de la personne, tu la notes. En gros, tu lui dis tu te demandes, toi, quelles sont les 3 plus grandes missions de cette personne. Et puis, tu le fais dans ton coin. Et puis ensuite, quand tu as la personne en 1 à 1, tu lui poses la même question. Et en général, la différence est édifiante. C'est absolument fondamental et indispensable que chaque personne dans ta structure ait une fiche de poste. De toute façon, c'est un truc qu'on met en avant à la fois pour les managers, dans le manager essentiel, et à la fois pour l'entrepreneur libéré. Et souvent, les entrepreneurs, ils n'aiment pas ce truc-là, parce qu'ils se disent « oui, mais non, je vais mettre des limites, etc. etc. » Mais non, c'est une base, c'est le fondamental, c'est le noyau, et c'est une base même de discussion avec ton collaborateur. Et souvent, quand on discute de ça, en fait, on discute de choses très profondes, et qui permettent de structurer l'organisation. Ouais. Et je pense qu'on ne fait pas une faveur aux gens en restant très vague sur ce qu'ils doivent délivrer. Pas du tout. Parce que dans certains cas, ça peut bien se passer, mais dans d'autres cas, les gens peuvent être complètement perdus. Tu risques, par exemple, de commencer à faire des feedbacks par rapport aux performances de la personne, qui ne va pas du tout comprendre ton feedback, parce qu'elle n'aura pas compris qu'en fait, quels étaient, selon toi, ses objectifs. Vous n'en avez pas discuté, vous ne l'avez pas formalisé, ou ses fonctions. Et du coup, le feedback, il tombe complètement à plat. Et à la limite, il fait même l'effet inverse de ce qui était prévu. Il n'améliore pas la personne. Au contraire, il la perd encore plus. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et puis un petit peu dans cette ligne-là aussi, comme on avait été un petit peu dans l'improvisation, alors on ne s'est jamais vraiment planté, mais quand même un petit peu dans l'improvisation d'un point de vue recrutement, on n'avait pas vraiment de grille de salaire en place. Oui. Donc nous, au début, nos rémunérations, elles étaient un petit peu improvisées. Alors, on utilisait beaucoup de bon sens, on regardait toujours un petit peu ce que fait le marché, encore une fois, pour benchmarker tout ça, mais il n'y avait pas beaucoup de clarté. Et ça, je pense que les gens ont besoin de clarté. Surtout, nous, dans notre secteur, c'est quand même... Il y a beaucoup de nos équipes aujourd'hui, de nos collaborateurs, qui sont jeunes, qui viennent du monde du sport, parce qu'ils sont professeurs de natation, donc ils ont fait sport-études ou de ce genre de formation-là. Il y en a beaucoup qui sont d'anciens professionnels de water-polo, de synchronisé, ou même de natation, juste. Et donc, il y a vachement l'esprit d'équité, il y a vachement l'esprit d'équipe, et ils ont besoin d'avoir cette clarté-là. Donc, au début, il n'y avait pas forcément d'injustice, mais il y avait un manque de clarté quelque part. Donc, nous, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'on devait améliorer finalement dans l'organisation. En fait, je pense que là-dessus, on se rejoint, et c'est ce que j'avais évoqué quand j'avais fait le podcast sur les rémunérations, c'est que avant toute chose, ce qui va donner le sentiment de justice et d'équité, c'est pas la transparence. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que chacun doit savoir
combien l'autre gagne. Chacun doit comprendre comment fonctionne le système et comprendre pourquoi il touche ce salaire-là et pas un autre salaire. C'est le truc fondamental. Et il y a plein d'études qui retrouvent ça, où en fait, finalement, ce qui est motivant... En fait, la rémunération, pour moi, c'est pas un facteur de motivation, c'est potentiellement un facteur de démotivation. C'est-à-dire que... Et la question, c'est pas est-ce que je gagne plus ou est-ce que je gagne beaucoup, c'est est-ce que je touche une rémunération qui me paraît juste. C'est ça le fondamental. Est-ce que c'est normal que je touche ça ? Oui, non. Et pour savoir si c'est normal, il faut que je connaisse les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne comment, pour moi, ça se passe. Encore une fois, c'est pas de la transparence, c'est ce que tu dis, c'est de la clarté. Tout à fait. Donc encore plus effectivement dans notre secteur, ça on a pu le voir. Et la transparence, c'est vrai que je suis aussi pas fan de la transparence, mais il faut aussi être prêt pour la transparence, parce qu'on sait très bien que les gens en parlent, les gens parlent entre eux, et même s'il n'y aura pas de transparence de façon proactive de notre part, voilà, nous on se prépare toujours. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur l'équité en termes de traitement salarial et finalement de justice ou d'égalité, parce qu'on se met toujours dans le cas où tout le monde connaît le salaire de tout le monde, et s'il n'y a pas de justice ou d'équité, là il y a vraiment un sentiment d'injustice. Et là c'est là où c'est pas juste pour les gens, c'est pas sympa pour les gens, c'est pas. Et puis c'est là où on commence à avoir des problèmes aussi, des problèmes là qu'on aurait mérité dans ce cas-là. Alors, juste, je rembobine juste un petit peu. Donc, vous êtes dans votre période de croissance frénétique, et à un moment, vous avez un réflexe qui, pour moi, est absolument fondamental et nécessaire pour tout entrepreneur, et d'ailleurs, dans les 2 formations que je fais, c'est la prise de recul. C'est-à-dire que, en fait, tu dis, tout d'un coup, j'ai réalisé que je pouvais appliquer les outils que je connaissais, et en fait, probablement que dans ma tête, je m'étais dit, non, ça c'est pour les multinationales, et puis moi, je ne suis pas dans une multinationale. Moi, je pense que c'est même peut-être un truc encore plus basique que ça. C'est que tu ne peux pas travailler sur ton entreprise quand tu es dans ton entreprise. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que, et c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, c'est un mec qui s'appelle Michael Gerber, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The E-Myth, le titre est horrible, mais disons que ce qu'il dit, enfin moi ce que j'ai retenu de ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant, et ça correspond pas mal à ce que tu as dit sur l'expérience client, etc. C'est qu'en fait, un entrepreneur, son rôle, s'il est dans son entreprise, il n'a pas une entreprise, il a un job. Ouais, j'avais entendu effectivement ça. C'est cette phrase-là. Et en réalité, il y a un moment, l'entrepreneur qui a démarré quelque chose, qui l'a mis en place, il faut qu'il soit capable de s'extraire de sa création, de la regarder et de dire « maintenant je vais travailler sur elle et je vais m'en travailler dans elle ». Parce que quand tu es à l'intérieur, tu vois pas. Ça vaut aussi pour un manager. Si vous êtes manager et que vous entendez ça, dites-vous quand même qu'à un moment, il faut que vous réserviez dans votre semaine, dans votre mois, un moment où vous regardez votre équipe de l'extérieur. Parce que tant que vous ne la regardez pas de l'extérieur, vous ne pourrez pas agir efficacement sur elle. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu as mis en place. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as regardé ton entreprise tout d'un coup de l'extérieur, qu'est-ce que tu t'es dit que tu devais mettre en place pour passer au next step, je dirais. Oui, tout à fait. Puis juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, tant qu'on est dans l'entreprise et qu'on fait le boulot, on n'a pas le temps d'avoir un pas de recul et puis vraiment de designer l'organisation, tout ça. Et donc, la conséquence, c'est que pour nous, le moment, encore une fois, vraiment hyper important, le moment clé dans l'organisation, c'est quand on a commencé à mettre en place des rôles de middle management, ça veut dire des coordinateurs, qui sont devenus finalement les chefs d'équipe, les responsables hiérarchiques de leurs collaborateurs sur chaque centre, ou alors par exemple l'équipe administrative, des choses comme ça, et où nous, on a vraiment pu se focaliser sur l'organisation de l'ensemble, sur tout ce qu'on a mis en place quelque part. Donc ça, effectivement, tant qu'il n'y a pas de middle management, on fait le boulot et on a un job. Et à partir du moment où on commence à être dans cette deuxième phase-là, c'est là où moi j'ai eu l'impression de commencer à apporter de la valeur quelque part, à pouvoir former les gens qui vont eux-mêmes gérer les collaborateurs. Tu as apporté, en fait, tu as apporté déjà de la valeur. En fait, il y a plusieurs phases fondamentales dans la vie d'un entrepreneur. La première phase, c'est contributeur, c'est-à-dire c'est moi qui produis toute la valeur, mais direct, c'est-à-dire je suis en bas de mon organigramme virtuel. Je suis en bas, je suis l'exécutant. Puis à un moment, tu te dis, bon, t'as une première prise de recul. Et là, tu deviens un optimisateur. Donc, à un moment, tu es exécutant. Ensuite, tu deviens optimisateur. C'est-à-dire tu commences à dire, bon, mon entreprise, c'est un peu le souk. On va réorganiser, on va structurer, on va arrêter certaines choses, continuer d'autres. Ça, c'est ce que j'appelle la période optimisateur.
Et ensuite, tu passes à la période manager, c'est-à-dire tu mets en place ton management. Et théoriquement, après, il y a d'autres steps, je ne sais pas s'ils sont déjà franchis ou s'il les franchira, c'est de développer son business, c'est-à-dire de devenir réellement un créateur d'une galaxie d'entreprises. Et ensuite, la phase d'après, ça peut être celle d'investisseur, c'est-à-dire de dire, ensuite, j'ajoute à ma galaxie d'entreprises d'autres entreprises parce que j'ai les moyens financiers de le faire, et je suis en train de fonder, entre guillemets, mon empire, j'aime pas ce terme, mais ma galaxie d'entreprises. Ouais. Et là, je pense que ce que tu es en train de décrire, là, les choses que tu as mises en place, c'est le moment où tu deviens manager, en fait. Entrepreneur-manager. C'est où tu te dis, mais j'ai besoin d'avoir des managers dans mon organisation, parce que je ne peux plus gérer tout le monde en direct, et là, du coup, tu dois tout formaliser. Et si tu n'as pas pris l'habitude de le faire avant, en général, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place, en fait? Ça a été quoi avec ton épouse? Alors nous, d'une façon assez simple, entre guillemets, par rapport aux opportunités qu'on avait vues et aux choses à améliorer à ce moment-là, pour commencer, les valeurs d'entreprise. Ouais. On en a parlé avant, on a défini 5 valeurs qui décrivent vraiment précisément le type de comportement qu'on a envie de voir dans l'entreprise. Super. Ça parle de passion, ça parle d'esprit d'équipe, ça parle de professionnalisme, ça parle d'accepter le feedback et être toujours en permanence en train d'apprendre des choses. Enfin, ça parle de choses basiques, entre guillemets, mais ça nous a fait, à tout le monde, à toute l'équipe, un bien fou de les écrire. Ouais. Et effectivement, je pense que si c'est placardé sur un mur et que ça ne sert à rien, ça fait l'effet inverse. Les gens se disent « Oh là là, quel bullshit » et ça ne sert à rien. Ouais. Et à l'opposé, je pense que si c'est quelque chose où on forme en permanence les nouveaux arrivés et que nous-mêmes, évidemment, on est rôle modèle et les coordinateurs sont rôle modèle de leurs collaborateurs, à la fin, il y a un truc vraiment bénéfique. Et nous, aujourd'hui, on a des gens qui nous disent, et comme tu disais, les gens ne vont pas forcément rester pour le salaire, mais ils nous disent « Moi, je reste parce que j'ai jamais vu une entreprise où on faisait attention à bien parler aux gens, à parler correctement, à respecter certains comportements. » Il y a peut-être un côté culturel aussi, mais je ne pense pas que ce soit tellement différent finalement entre la France et l'Espagne. Ici, dans notre secteur, les gens n'étaient pas habitués à ce qu'on insiste vraiment sur des comportements, finalement sur une... Ça parle beaucoup de respect finalement. Ouais. Ça parle beaucoup de respect. Et ça, nos collaborateurs, nos gens, notamment dans ce secteur-là, n'étaient pas forcément habitués. Et aujourd'hui, c'est un gros facteur de rétention. Donc, gros avantage. Donc, pour nous, ça a été vraiment fondateur. Et finalement, ça nous a pris 10 minutes à faire ça. Parce que on le savait. Et finalement, c'est ça qui est fabuleux avec la création d'une entreprise. Mais comme tu disais, même au sein d'une entreprise, dans une équipe, je pense qu'on imprime tellement sa marque que c'est un petit peu la même sensation. Mais créer une entreprise, c'est voilà, on met énormément de soi-même dans la fondation de l'entreprise et finalement dans la culture d'entreprise à travers le comportement. Donc finalement, c'est quelque chose qui va très vite à faire et je ne sais pas pourquoi on a attendu 2 ans pour le faire. mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Tu imprimes ta marque, mais je vais te dire, moi j'ai racheté des entreprises, donc c'est un autre parcours. Mais c'est pareil. En réalité, tu rachètes une entreprise et c'est assez simple de faire émerger les valeurs. Il suffit de regarder les comportements. Et moi, ce qui me plaît dans ce que tu dis dans ta définition des valeurs, c'est que tout de suite derrière, tu mets le mot comportement. Afficher les valeurs, c'est bien, mais c'est pas ça qui va garantir les comportements. Ce qui va garantir les comportements, c'est que tu vas faire vivre ces valeurs. À la limite, tu n'as parfois même pas besoin de les écrire sur un mur, parce qu'en réalité, ça va être fondamental dans la manière dont tu vas recruter, c'est-à-dire que tu vas toujours faire attention à tes valeurs quand tu vas recruter, la manière dont tu vas évaluer tes collaborateurs, les entretiens de fin d'année, les entretiens de progrès, la manière dont tu vas faire des feedbacks, parce que les feedbacks seront sur les valeurs. Quand tu vas voir quelqu'un pour lui dire « Non mais là, il faut que je te parle parce que ce que tu as fait, ça a un impact négatif », en réalité, tu vas parler du comportement de la personne. Et donc, en fait, c'est à travers les outils de management, de recrutement, d'évaluation que tes valeurs vont vivre, pas parce qu'elles sont affichées sur un mur. Le mur, c'est juste la fin du process. C'est c'est ces valeurs-là, en fait, qu'on a dans ma boîte. C'est intéressant, c'est de la clarté, mais c'est tout. Tout à fait, c'est un outil vraiment d'évaluation et d'aide à la prise de décision. Oui, alors pour le dirigeant aussi, savoir si tu dois embaucher, exclure, sanctionner, récompenser, etc., c'est hyper utile. C'est hyper utile. Tout à fait, c'est devenu vraiment la colonne vertébrale et heureusement c'est un truc facile à faire, mais c'est vrai que moi, a posteriori, un des conseils que j'aurais envie de donner, c'est il faut le formaliser le plus vite possible parce que finalement on le sait au fond d'où, on sait un petit peu la marque qu'on a envie d'imprimer et on a envie on sait déjà comment est-ce qu'on a envie que
tout cet orchestre-là, toute cette équipe fonctionne finalement, selon quelles règles, selon quel comportement. Et alors ensuite, on parlait d'organigramme. Nous, on a défini un organigramme à ce moment-là, mais en partant vraiment des rôles. Donc, on a vraiment été pas un pas en arrière, mais 5 pas en arrière en disant, alors attends, de quel rôle j'ai besoin, c'est-à-dire de quelles compétences et quel type de profil, à quel endroit. Aussi bien dans une équipe de nettoyage, des professeurs de natation, des coordinateurs, de responsables opérationnels, responsables RH, l'administratif, ceux qui vont parler à nos clients tout le temps. Bon, de quelles compétences on a besoin. Et ça nous a vraiment fait définir des rôles. Et les rôles sont venus se placer dans l'organigramme. Et là, on s'est même dit, on a même fait l'exercice de dire l'organigramme, et il n'y avait pas encore de nom dans l'organigramme, on a dit à quoi l'organigramme doit ressembler aujourd'hui, à quoi il doit ressembler dans 3 ans, c'est-à-dire quand on sera à l'année 5, et à quoi il ressemblerait dans un monde hypothétique dans 20 ans où il y a, je sais pas, il y a 200 employés par exemple. Pour pouvoir vraiment se projeter et dire de quel rôle j'aurais besoin si jamais mon entreprise continue à grandir, ce qui n'est pas forcément l'envie, ni le besoin, ni le cas à la fin, mais c'est un bon exercice à faire pour se dire vraiment de quel rôle et de quelles compétences j'ai besoin. Je suis d'accord, d'ailleurs moi je le conseille même, une formation où on part de l'entrepreneur individuel, même le mec tout seul dans sa boîte, je lui dis fais ton organigramme. Alors on me dit bah ouais mais j'ai pas besoin, je fais une case et puis je suis dedans. Je dis non, tu as déjà 3 niveaux en fait quand tu es entrepreneur individuel. Tu as un niveau en bas qui est exécutant, c'est ce que tu fais tous les jours pour que ton business fonctionne. Tu as un niveau au-dessus qui est manager, c'est ce que tu fais tous les jours pour améliorer tes processus, parce que si tu n'as pas de regard sur ta façon d'exécuter, tu progresseras jamais et tu vas saturer et ton entreprise, tu la rendras jamais rentable. Et puis encore un niveau au-dessus qui est celui de stratège. Et finalement, l'organigramme, il doit exister dès le début de la création d'entreprise, même quand on est tout seul, parce que c'est aussi fondamentalement ce qui va te permettre d'abandonner certains rôles quand tu vas grandir, parce que c'est l'acceptation qu'un entrepreneur doit avoir quand il passe du moment où il est optimisateur au moment où il est manager, c'est l'abandon de certaines fonctions. Il ne sera plus sur le terrain comme avant, et il devra faire confiance. Donc, extrêmement important aussi, je suis d'accord avec toi. Donc, première chose à mettre en place, les valeurs d'entreprise. Deuxième, l'organigramme précis. Exactement. Ensuite, fiche de poste. Ça veut dire, on en a parlé un petit peu avant, mais hyper détaillé. Et, étant donné qu'on était parti d'un organigramme dans lequel il y avait des rôles, des compétences qui se traduisaient en rôles, pour chaque rôle, on a défini une fiche de poste hyper détaillée avec objectifs, responsabilités. Et nous, la grande particularité, et là on arrive à la rémunération, ce qu'on a voulu vraiment faire depuis le début, c'est que à chaque rôle, donc à chaque fiche de poste, correspond une rémunération. D'accord. C'est-à-dire qu'on a volontairement, alors bonne ou mauvaise décision, mais on a décidé de ne pas avoir, pour l'instant du moins, de performance individuelle dedans. Alors que nous, on était baignés à la sauce Procter pendant 13 ans. Là, c'était que performance individuelle. Mais encore une fois, la particularité du secteur, on a il y a tout un système de primes de rémunération sur la création de valeur de l'entreprise en tant que telle, en tant que collectif. Et on n'a pas non plus d'ancienneté. Donc alors, en même temps, on est une entreprise très très jeune, mais on n'a pas d'ancienneté. Donc ça, il y a aussi le bénéfice de ça, c'est que ça va apporter énormément de clarté. Et encore une fois, nous, on s'est vite rendu compte que c'est peut-être un petit peu spécifique à notre secteur, avec notre profil d'employés, de collaborateurs, mais on était content de voir que ça apportait beaucoup de clarté, que les gens comprenaient quel était le process. Et c'est vrai que dans beaucoup de situations, ou dans certaines situations où quelqu'un arrive dans le bureau en disant « Tiens, j'ai besoin d'une augmentation de salaire parce que je dois déménager, tout ça », finalement, c'est assez facile de revenir en arrière et de dire « Je vais t'expliquer le process ». Le process, on fonctionne comme ça, parce que c'est comme ça que ça nous paraît juste, et c'est comme ça qu'on récompense quelque part la compétence. Et pour nous, l'équité entre tous, elle est hyper importante. Et par contre, pour terminer là-dessus, pour continuer, c'est vrai que nous, comme chaque rôle possède une rémunération, c'est aussi très facile d'expliquer à quelqu'un. Et comme nous, on est très très fan de promotion interne, et ça pour le coup, c'est l'école Procter. Quand on va avoir besoin d'un coordinateur ou d'un chef d'équipe, on va toujours regarder en interne avant d'aller chercher à l'extérieur. Excellent réflexe. Et aussi pour la préservation de la culture d'entreprise, d'ailleurs. Tout à fait. Et je dis, si tu veux prendre moins de risques sur tes recrutements, essaye toujours de recruter en bas plutôt que de recruter en haut, en faisant monter les gens, parce que si tu te trompes c'est moins grave. L'erreur est moins grave, et le recrutement est plus facile. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir un rôle, une fiche de poste qui correspond à une rémunération, on arrive quand même d'une façon naturelle à encourager nos gens à prendre plus de responsabilités. Parce que c'est assez
tout le monde comprend que finalement, plus de responsabilités, c'est une rémunération supérieure. Donc finalement, c'est la responsabilité ou l'effort qui est récompensé à travers la rémunération. Donc c'est un petit peu simpliste, mais le fait de l'avoir vraiment simple comme ça, finalement, c'est très clair et ça apporte beaucoup de clarté. Bon, quelque part, par rapport à l'ancienneté, c'est en général, dans une entreprise comme la tienne, qui grossit vite, qui a besoin de nouvelles fonctions, etc., même si tu n'es pas rémunéré par rapport à ton ancienneté, tu es quand même rémunéré par rapport à l'extension de ta responsabilité dans l'entreprise. Et en général, plus tu restes, plus tu étends ta responsabilité si tu en as envie, s'il y a les opportunités de le faire. Et tout à fait. Alors c'est effectivement un super commentaire parce que ce qu'on a aussi mis en place à ce moment-là, et effectivement, comme toutes les entreprises, nous, on a plein d'autres besoins. On n'a pas que besoin d'administratifs, de professeurs de natation. Et non, on a plein d'autres petits besoins. J'ai besoin d'un community manager sur Instagram. J'ai besoin de quelqu'un qui fait des photos, des vidéos pour le site web. J'ai besoin de quelqu'un... Ça m'intéresse vachement. Tu m'en as parlé tout à l'heure. On va en parler juste après parce que c'est vraiment une spécificité chez toi qui est assez extraordinaire. Juste pour finir sur la liste. Donc, valeur d'entreprise, organigramme précis, fiche de poste, grille des salaires. Et bien sûr, tu me disais... ce qui fait le lien entre tout ça. Les outils du manager, complètement. Ah oui. C'était tellement obvious que... Ouais. Non, mais complètement. Et ça, moi, pour l'avoir vécu, et pour être un ingénieur de formation, ça va avoir un cerveau tout carré, où j'ai besoin d'avoir des choses qui sont structurées, des cases et des machins, ça a été déterminant. Ouais. Donc, les 4 outils du manager, ça veut dire que le 1 à 1, le feedback permanent, la délégation et la formation. Ouais. Et pour nous, il y a surtout, je dirais surtout en termes de formation, parce que on va parler aussi de rôles complémentaires qu'on propose à nos collaborateurs. Et ça, comment est-ce qu'on peut le mettre en place ? Uniquement grâce à la formation. Nous, on cherche à faire évoluer nos gens pour qu'ils prennent plus de responsabilités. Ça apporte de la rétention. On leur propose plus de responsabilités, plus de choses à apprendre. Mais ça, on ne peut le réussir, cette délégation, on peut la réussir que grâce à la formation. Et évidemment, du feedback permanent. Tout à l'heure, on parlait des valeurs. Effectivement, les valeurs, c'est pas on fait une formation un jour, on en parle et puis tout est en place. Non, c'est feedback permanent. Feedback permanent, à la fois positif. Moi, j'ai des anecdotes où on a eu un exemple d'esprit d'équipe, quelqu'un qui a accouru quand une autre personne s'était blessée en plein mois d'août, il l'accompagnait à l'hôpital, il est resté là jusqu'à ce que la famille arrive. Là, on a fait une récompense spéciale parce que c'était tellement quelque chose qui collait avec les valeurs d'esprit d'équipe qu'on essayait de promouvoir. Donc beaucoup de feedback, c'est là où je voulais en venir. Donc finalement, les outils du manager, déterminants. C'est vrai que pour tous ceux qui nous écoutent, là, j'ai qu'un conseil à donner, c'est effectivement les mettre en place parce que nous, ça nous a aidé énormément pour structurer tout ce management. Exactement, en fait, c'est l'approche bottom-up, c'est-à-dire tu mets les outils. En fait, à partir du moment où tu mets la première outil en place, qui est le 1 à 1, tu as assez vite envie de mettre en place l'outil du feedback. Puis là, tout d'un coup, tu dis, ah oui, mais si je dois faire du feedback, par rapport à quoi j'évalue ? Ah bah donc, il faut que je fasse les fiches de poste. Et puis, quand tu te dis, il faut que tout le monde ait un 1 à 1 dans dans la boîte, tu te dis, ouais, mais ça va pas, il y a trop de monde. Ah, donc il faut que je mette des managers en plus. En fait, c'est quand tu commences à mettre le doigt dans les rituels de management, eh bien, en fait, tout le reste, tout de ce dont tu as parlé juste avant, et y compris la grille de salaire, etc., tu es obligé de le construire pour avoir une cohérence dans ta boîte. Mais, bottom-up. Si les valeurs, ça ne te parle pas aujourd'hui, commence par faire les 1 à 1. Ensuite, tu verras, les valeurs, elles vont émerger. Ouais. Et puis pour nous aussi, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il fallait beaucoup de feedback pour vraiment avoir de la cohésion. Ouais. Et souvent pour le feedback, une grosse barrière, c'est quelquefois le courage. Oui. Moi, le premier, quelquefois, évidemment, faire un feedback positif, et c'est évidemment la grande majorité des feedbacks, heureusement, des feedbacks de renforcement. Donc ça fait plaisir, c'est génial. Et quelquefois, il y a des feedbacks de correction, d'ajustement, et ça, c'est pas sympa. Ça fait pas plaisir. Ouais. C'est des situations difficiles et ça demande du courage. Ouais. Ça demande du courage. Et c'est ça la vraie bienveillance. Oui, parce qu'à la fin, on rend service à la personne. Bien sûr. Vraiment. Moi, j'en suis persuadé. Je sais que quelquefois, on a vraiment envie de laisser passer, de se dire, allez, c'est vendredi matin. Tout le monde a envie de partir en week-end. Il y a un bon esprit là. J'ai pas envie. Et puis en fait, en réfléchissant un petit peu, et c'est là que les valeurs interviennent. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je viens d'observer un comportement qui va contre une des valeurs fondamentales et je peux juste pas le laisser passer. Pour le bien de l'équipe, pour le bien de l'entreprise, pour le bien de tout le monde. Parce que si on parle du feedback là, mais si on ne fait pas le feedback et qu'on laisse
passer des comportements qui ne respectent pas les valeurs qu'on a tous acceptées, définies ensemble et qu'on a accepté de mettre en application au quotidien, bah, on lance un signal que finalement tout ça, c'est effectivement quelque chose qui est placardé sur un mur et qui sert à rien. Exactement. No feedback is a feedback. Quand tu fais pas de feedback, tu fais un feedback. Quand tu ne réagis pas par rapport à quelque chose qui aurait nécessité un feedback, tu envoies le feedback que c'est acceptable, donc reproductible, et donc ça va déraper, et au moment où tu vas devoir vraiment intervenir parce que là c'est plus acceptable, il sera presque trop tard. Et là ça risque de mal se passer pour tout le monde. Donc un feedback négatif, il doit être fait avec bienveillance. C'est un signe de bienveillance. Tout à fait. Mais bon, heureusement, la grande majorité des feedbacks, on a une équipe extraordinaire et la grande majorité, c'est du feedback positif. Donc voilà, on s'éclate. Alors, il y a un truc qui m'intéresse énormément, et qui est très original et que je trouve super et que j'aimerais bien que tu partages, c'est ce que tu appelles les rôles complémentaires. Parce que ça, je pense vraiment que c'est malin, c'est moderne, ça correspond beaucoup, je pense, à l'évolution de la définition des postes dans les entreprises, si on veut continuer à attirer du monde et à les retenir, ce que tu as appelé les rôles complémentaires. Ça, pour moi, vraiment, c'est un des trucs chez toi qui est absolument, je trouve, fondamental. Oui, bah écoute, parfait. Nous, effectivement, donc on a nos rôles un petit peu clés, qui sont les professeurs de natation, les équipes administratives, les finances, la compta, tout ça, qui finalement est assez standard. Mais c'est vrai que la particularité, c'est que nos professeurs de natation, par exemple, dans l'eau, ne vont jamais faire plus de 20 heures par semaine, parce que c'est comme un prof dans une école. Quand il est à plein temps, il va jamais faire 40 heures de cours. Parce que premièrement, c'est usant, c'est hyper intense, ça demande une énergie vraiment considérable. Nous, nos professeurs, quelquefois, ils enchaînent 4, 5, 6 classes de 40 minutes chacune. Ça fait plusieurs heures dans l'eau à transmettre une énergie pas possible, au-delà évidemment du respect de la sécurité, l'application de méthodologie, à recevoir du feedback, tout ça. Donc, c'est hyper intense. Donc, généralement, nous, un professeur va faire 20, quelquefois 25 heures dans l'eau. Et donc, nous, pour les fidéliser, parce qu'on a vraiment envie que les gens s'impliquent chez nous et continuent à grandir chez nous, on va leur proposer en fait des choses à côté, donc des choses complémentaires. Et c'est vrai que, comme on disait, l'entreprise, elle a plein d'autres besoins. Elle n'a pas juste besoin de professeurs et d'administratifs. Moi, j'ai des besoins en maintenance. On a des besoins, quelquefois même en réception, en administratif, des réseaux sociaux, par exemple. Donc, community manager. C'est bête, mais on a besoin d'un community manager. Pas à 40 heures, peut-être à 5, 8 ou 10 heures, en fonction de l'évolution de l'entreprise. Donc, on a des rôles qui apparaissent au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, qui vont ensuite se consolider. On a vachement aussi, ce qui est intéressant, on insiste tellement sur la formation à la fois technique, mais aussi humaine. Mais sur la partie technique, on a des chargés de formation technique, ça veut dire qui vont se charger de la formation entière, de tout le cursus de formation de nos nouveaux embauchés. Génial. Donc, c'est des gens qui vont les accompagner, transmettre tout le besoin technique, et aussi parler de valeurs, accessoirement et tout ça. Et puis aussi beaucoup de contenu audiovisuel, par exemple. Donc, on a en permanence besoin de photos, de vidéos pour, encore une fois, alimenter les réseaux sociaux, la page web, communiquer avec les clients. Et voilà, donc on a tous ces besoins-là. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, on s'est rendu compte que ça permettait, il y a d'ailleurs des gens qui avaient des passions, justement, dans les réseaux sociaux, ou qui étaient passionnés par la photo, les vidéos. Et donc, on a commencé par formaliser les rôles et les besoins que l'on avait. C'est-à-dire, de la même façon qu'on avait une fiche de poste pour un employé en réception, par exemple, on a fait des fiches de poste sur responsable audiovisuel dans l'entreprise. Génial. Ou community manager de l'entreprise, ou le responsable de maintenance qui fait, par exemple, 10 heures par semaine le matin. Donc, on a cherché aussi à le formaliser, et pour nous, qui dit fiche de poste, dit rémunération. Donc, à chaque fois, on définit aussi clairement, parce qu'il faut de la clarté, même dans ces rôles annexes, c'est rémunéré tant de l'heure ou de la semaine, enfin voilà, encore une fois, avec de la clarté. Et donc, on propose énormément de formations. Pour ça, donc on a payé des formations Instagram, on paye des formations en anglais, on paye pas mal de formations, aussi on a investi dans du matériel, donc pour quelqu'un qui est passionné de photo, c'est sympa d'avoir une GoPro professionnelle entre les mains et tout ça. Et donc voilà, et donc ça, le gros avantage, c'est que ça nous permet de fidéliser les gens, parce que à la fin, ça crée de la rétention, parce que les gens vont avoir l'impression qu'ils apprennent des choses nouvelles. Ils vont comprendre qu'on investit en formation pour faire grandir leur potentiel.
Et les gens, finalement, vont rester chez nous. La rétention va venir parce qu'ils ont l'impression d'apprendre des choses et qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. J'adore ce que tu dis parce que, tu vois, tu viens de démontrer qu'en fait, structurer, ça n'enlève pas de liberté, ça donne plus de liberté. C'est-à-dire que la personne, à partir du moment où tu structures les contenus de poste, ça ne veut pas dire que tu figes le rôle d'une personne. Ça veut dire que tu rends accessible ce poste-là à une personne. C'est-à-dire qu'elle sait exactement si, d'abord il y a un besoin dans l'entreprise, mais si aussi elle a des appétences pour ça, tu lui montres le trajet pour faire ça. Donc première chose, structurer, formaliser les fonctions, ça ne veut pas dire que vous enfermez les gens. Au contraire, vous leur ouvrez des possibles. Et c'est en faisant leur poste à partir de petites briques que tu as créées comme ça, que tu leur donnes de la liberté. Et deuxièmement, tu disais, je génère de la rétention, mais évidemment, puisque en fait, il y a une étude qui vient de passer, j'en parle assez souvent sur le podcast, Gallup qui a sorti cette étude, qui s'appelle It's the Manager, et qui montre que pour la première fois, c'est une boîte qui fait beaucoup d'études au niveau international, au niveau mondial, sur le management. Et pour la première fois, en fait, ce qui sort en premier dans les motivations des salariés, ça n'est plus de gagner le plus possible en travaillant le moins possible, c'est d'avoir un poste intéressant, évolutif, où on se voit progresser, où on apprend tous les jours. Donc tu vois, ce que tu proposes, ça correspond complètement à ce truc-là. Et c'est pour ça que je trouve ça assez génial. Et que Ouais, vas-y. Non, et nous, c'est une de nos valeurs. Hein. Une de nos valeurs, c'est on accepte le feedback et le feedback nous fait grandir et on est en permanence en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc moi, par exemple, j'ai un professeur anglophone qui est arrivé ici à Barcelone. On lui a mis un peu comme challenge. Voilà, on veut que tu apprennes l'espagnol. On veut que tu l'apprennes parce que c'est hyper important que tu t'implantes et tout ça, et aussi accessoirement pour le boulot, mais on a envie que tu grandisses à travers ça. Et d'ailleurs, ça va te servir d'un point de vue perso et aussi pour le travail. Et voilà, on y contribue financièrement. Pour nous, c'est hyper important que les gens sentent qu'ils apprennent quelque chose en permanence. Et si quelqu'un, tout d'un coup, atteint un plateau qu'il a l'impression de plus apprendre, on essaie de le détecter en un à un, et on essaie de mettre en place un plan pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que quelqu'un qui, tout d'un coup, a l'impression de s'ennuyer, de faire toujours la même chose dans sa zone de confort, il va commencer à regarder ailleurs, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et le rôle de l'entreprise, effectivement, et du manager, c'est d'avoir un petit peu de recul, parce que la personne ne s'en rend pas forcément compte. Juste, elle se dit, je m'ennuie dans mon poste, etc. Elle n'a pas forcément la vision des challenges qui seraient possibles pour elle. Ok. Oui, tout à fait. Et donc ça, et pour terminer, je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la délégation. Ça veut dire, pour nous, la délégation, c'est pas seulement du haut vers le bas. Ça veut dire que on fait grandir nos collaborateurs pour qu'ils prennent plus de responsabilités. Et puis nous, ça nous permet de faire grandir l'entreprise. Mais c'est aussi en latéral. Ça veut dire qu'il y a plein de tâches et de compétences nouvelles qui apparaissent pour l'entreprise dans sa phase de croissance. Et on est content de les déléguer à des gens qui sont déjà là, à des gens qui sont avec nous, des gens qui sont passionnés, qui ont des dons, des talents, et qu'on va essayer de promouvoir comme ça, quoi. Donc c'est une délégation, et comment on y arrive? Uniquement grâce à la formation, quoi. C'est clair. La formation et le coaching. Alors ce que je veux préciser à ce stade, quand tu parles de formation, la définition que je donnerais, c'est le coaching. C'est-à-dire que le rôle du manager, c'est pas d'être le formateur de son collaborateur, c'est de s'assurer que son collaborateur puisse se former et qu'il franchisse des étapes. C'est pas tout à fait la même chose, ça prend beaucoup moins de temps déjà pour rassurer les managers, et puis surtout ça permet d'aller chercher la compétence de formateur là où elle existe, c'est-à-dire chez les formateurs. Vous n'êtes pas obligé d'être. Moi, je suis assez persuadé que le manager n'est pas le meilleur formateur en général, puisqu'en fait il a le rôle hiérarchique, et que du coup il n'est pas beaucoup challengé dans son rôle de formateur, et qu'il risque de montrer à son collaborateur qu'une seule manière de faire les choses, et donc ça n'enrichit pas forcément l'entreprise. Pas faux. Pas faux. Et nous, pour conclure, on dit très ouvertement à nos collaborateurs, le jour où tu quitteras l'entreprise, et on espère que ce soit le plus tard possible, on veut que ton CV est doublé de taille. Ouais, super. On veut vraiment que, et on le dit encore une fois hyper ouvertement, c'est pas parce que c'est win-win, quoi. C'est même win-win-win. C'est-à-dire que c'est bénéf pour toi d'un point de vue personnel, parce que ton CV va grandir et tu vas grandir dans l'entreprise, tu sortiras beaucoup plus fort que ce que tu entrais. C'est win pour l'entreprise, parce que si tu as plus de talent et plus de choses à donner à l'entreprise, elle en bénéficie évidemment. Donc c'est clair, et en fait en disant ça, tu transmets aussi le message que il vaut mieux rester dans ton entreprise. Parce que finalement... Tout à fait. Ok. Bon, écoute, Prosper, c'était
vraiment intéressant. Et puis cette spécificité, vraiment, je voulais absolument qu'on puisse l'aborder parce que voilà, je pense que ça peut être transformateur dans une organisation de proposer à des gens qui ont une mission de pouvoir prendre des fonctions transversales, mais le faire d'une manière structurée. Non, c'est un plaisir et évidemment, j'espère que ça peut être utile. Si certaines personnes pensent que non, qu'il aurait fallu faire les choses d'une façon différente ou même d'une façon complètement contraire, je suis complètement ouvert au feedback, justement, parce que c'est toujours hyper utile d'avoir un peu un partage d'expérience, des gens qui ont vécu des expériences similaires ou différentes et qui ont fait d'autres choses, qui ont peut-être très très bien marché. Donc ce serait hyper intéressant d'entendre les échos, les feedbacks, pour pouvoir en discuter. Voilà. Bah écoute, je ne sais pas si tu es inscrit sur le forum, si tu es sur le forum outils du manager. Tout à fait, si. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on publie de toute façon un podcast, il y a une entrée dans le forum qui correspond au podcast. Donc ça peut être le lieu d'échange et de discussion. Parfait. En tout cas, je te remercie infiniment. C'était dense, c'était intense, mais ultra intéressant. Et bravo, quoi. Vraiment bravo pour ton entreprise et puis pour cette passion qu'on sent quand tu t'exprimes, et puis cette humilité aussi, mais qui est très très souvent présente chez les chefs d'entreprise. Malgré l'image parfois un petit peu déformée qu'on peut en avoir dans le grand public. En général, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a appris à apprendre, et quand on a souvent corrigé ses erreurs, ça donne une certaine humilité. Ouais, et puis merci à toi pour le temps ce matin, c'est un vrai plaisir. Et puis merci pour tout ce que tu fais sur le management, parce que c'est vrai tu as reconnu beaucoup de ce que tu transmets à travers Outils du Manager depuis longtemps, dans ce que j'ai dit aujourd'hui, et c'est pas par hasard, c'est parce que ça nous a énormément aidé. Donc il y a vraiment une contribution tangible. Donc un grand merci. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Ciao. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette conversation t'a passionné autant qu'elle m'a passionné. Dans le podcast, j'ai évoqué le forum. Tu peux continuer la discussion en nous retrouvant sur son forum. Pour ça, il suffit que tu nous rejoignes sur outildumanager.com et que tu cliques l'option forum. J'ai aussi parlé de 3 formations qui sont essentielles. La première, c'est LEL, l'entrepreneur libéré, pour développer ton entreprise et la rendre antifragile si tu es entrepreneur. La deuxième, c'est LME, le manager essentiel, pour créer et mettre en place ton système de management. Et la troisième, c'est RDE, recruteur d'élite, pour recruter sans te tromper. Les 3 sont des formations créées par un chef d'entreprise, moi, et donc tournées uniquement vers la mise en action et les résultats. Tu les retrouves aussi sur le site sous l'onglet Formation. Rendez-vous donc pour continuer sur www.outildumanager.com. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.